Voilà. Et Anna, Oui, je te donne la parole. d'accord. Bon, bonjour, je vais parler en français parce que nous avons une invitée. Alors, je vous remercie au nom des deux professeurs de votre réponse à de votre intérêt et réponse à cette démultiplication de deux professeurs qui sont allés en France, les deux boursiers qui sont, vous les connaissez, Monica Blanco et notre chère et bien-aimée Salomé. Et ça fait longtemps que je ne la voyais pas, alors j'ai l'occasion de la voir. Bon, vous savez que merci à l'IFA qui nous a offert ce Zoom pour faire cette réunion si nombreuse, hein, parce qu'on a eu une réponse qu'on ne s'attendait pas à ça. Et je donne la bienvenue avant tout à Kaina Kermoud, si j'ai bien dit le nom. C'est une invitée spéciale que nous avons aujourd'hui, qui a travaillé avec Monica et Salomé pendant la bourse. Elle est professeure enseignante de français, je crois qu'à l'école primaire, Kaina, hein, depuis... Oui, c'est exact. Je suis dans exact, l'école d'accord. élémentaire. Oui. Bon, d'accord. Et bon, Monica Blanco, je vais dire quelques mots de Monica, vous la connaissiez. Elle travaille à l'école Mariano Costa, au niveau secondaire, au professorado. Joaquín B. González, elle est secrétaire de la SRAC et excellente personne, à part ça, et c'est très important dans notre vie. Et Salomé aussi, elle est professeure et traductrice. Il a reçu son diplôme en Lenguas Vivas. Il a travaillé dans tous les niveaux de l'enseignement et actuellement, il travaille comme enseignante dans la faculté de psychologie de UBA. Et aussi, il fait les traductorats, bon, il fait des cours de traductorat aux Lenguas Vivas. Elle travaille comme traductrice et interprète. Excellente personne aussi, que c'est très important aussi. Bon, merci, je vous laisse avec les profs. Bonsoir, bonne rencontre. Merci à toutes et à tous de venir partager avec nous cette expérience. Et d'abord, un grand merci, comme Anna a dit, pour Louise et l'IFA de nous donner l'occasion de partager avec vous avec cet espace virtuel qui est le Zoom. Et en même temps, on remercie le soutien de l'ADFRAC, de l'Association de professeurs de français de Capitale, et la FAPF, oui, et Cécilia, peut-être, elle est par là. Merci aussi de votre soutien. On va partager avec vous cette expérience qu'on a vécue avec Salomé et avec Kaina aussi, oui, qui est notre invitée aujourd'hui, qui est très loin, mais très près aussi. Et alors, on va vous raconter comment on a vécu et ce qu'on a appris et ce qu'on peut partager avec vous depuis notre expérience de la bourse de février 2020, pré-pandémie, tout juste avant la pandémie. Et alors, merci. Et je passe la parole à Salomé. Bonjour à tous et à toutes. Merci aussi d'être venus aujourd'hui. Bon, venus, c'est une manière de dire, de vous être connectés pour partager ce moment avec nous. Et comme Monica a dit, nous voulions partager ce qu'on a appris pendant notre séjour, cette bourse qu'on a eue en février. On a fait 4 modules de formation chacune et on a choisi un module qu'on a fait toutes les deux pour faire cette démultiplication, parce qu'il nous semblait que parfois, dans les nouveaux plans de professorat, il y a des orientations spécifiques pour l'école primaire, mais toutes les personnes qui se sont formées avant, comme moi par exemple, nous n'avons pas vraiment une formation spécifique. Et par contre, on voulait vous dire, dès le début, on n'est pas experte. Il y a assurément des personnes qui savent beaucoup plus d'enfants que nous dans cette rencontre. Mais on voulait tout juste vous partager ce qu'on a appris, les activités qu'on a appris, qui nous ont semblé intéressantes pour la classe de FLE.
Et c'est pour enfants, mais vous allez voir, il y a pas mal d'activités qu'on peut faire aussi avec d'autres publics. Et voilà, donc c'est vraiment ça ce qu'on voulait vous dire. Et on a invité Kaina, justement, parce qu'elle a partagé avec nous ses modules de formation et parce qu'elle pouvait aussi vous raconter un peu comment elle a vécu cette expérience internationale de formation à Sèvres. Voilà, je te passe la parole, Moni, et je vais déjà partager mon écran pour vous commencer à vous montrer ce qu'on a préparé pour aujourd'hui. D'accord. Bon, alors on va attendre le partage, comme ça on commence avec les images. D'accord. Bon, comme tout à l'heure Salomé disait, moi aussi, cette présentation de cette bourse de l'université d'hiver du BELC. Le BELC, c'est le Bureau d'études et de liaison pour l'enseignement du français dans le monde. Nous avons partagé cette formation avec des collègues argentines, que je crois qu'elles sont aussi dans la salle, et avec Kaina, qu'on a déjà nommé. On a séjourné les 15 jours à l'université et dans l'établissement de France Éducation Internationale, le ex-CIEP à Sèvres, si tu veux avancer. Bon, alors voilà la photo des boursières argentines. Il y a Salomé, moi, Sylvina, Maria de Los Angeles. Et il y a aussi... pardon, j'ai oublié. Aide-moi. C'est Elmina. Elmina. Ah, merci Elmina, excuse-moi si tu es là, pardon. Et bon, et l'établissement dont je vous parlais, l'université, le France Éducation Internationale, ex-CIEP, comme le dit là-bas, le sigle, France Éducation Internationale. Et comme nous l'avons dit, nous avons travaillé pendant 15 jours, 2 semaines, une semaine avec 2 modules, la seconde semaine avec autres 2 modules. Nous avons partagé la première semaine, si tu veux avancer. Et les modules sont séparés par 4 thématiques: enseigner, évaluer, former et piloter. Oui, ce sont les 4 thématiques sur lesquelles on a pu choisir. On a eu la chance, si tu veux revenir en arrière, on a eu la chance de participer au 20e anniversaire de l'université d'hiver. Alors, il y a le gâteau, les bougies, et alors on a très bien passé. Le programme, l'établissement a 75 ans de vie et c'est le 20e anniversaire. C'était le 20e anniversaire de l'université d'hiver. Alors là, on a partagé parce que d'un côté, on a eu toute la formation et la partie professionnelle, si vous voulez, et nous avons eu aussi la possibilité d'avoir des moments de convivialité, et nous avons, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, on s'est promené sur le bateau-mouche, on a fait la clôture, puis là, vous nous voyez à gauche, en bas, vous nous voyez, et c'était le jour du karaoké. Et alors, la nuit des chansons franco-argentines, on a chanté et on a dansé. Alors, c'est-à-dire qu'on a eu une expérience interculturelle très, très, très importante et très riche aussi, oui. Et bien. D'accord. Alors, nous avons ici des photos justement de la formation, oui, de la salle de classe. Il y a la professeure, il y a Kaina là-bas sur la photo. Et alors, tu te vois, Kaina, voilà, c'est la formation, élaborer des séquences pour enseigner le FLE à des enfants. On a fait un travail ensemble avec Kaina au moment de la formation. Et je passe la parole à Kaina pour qu'elle nous raconte. Et c'est un plaisir vraiment de partager avec
et avec elle, enseignante en Algérie, oui, et très bonne amie qui passe des recettes de cuisine très délicieuses. Alors, je te laisse, Kaina, si tu veux nous raconter un peu comment tu as vécu cette expérience et le travail que nous avons fait ensemble, que on vous enverra quand on enverra aussi ce matériel qu'on présente avec Salomé. Bonjour tout le monde. Bon, bonjour chez vous, mais c'est bonsoir chez moi. Chez moi, c'est 21h. Ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Ça me fait quand même rappeler beaucoup de choses, tout ce qu'on a vécu. Peut-être qu'on a oublié un petit peu parce que juste après, c'était la pandémie, donc on se concentrait sur ça et c'est comme si c'était un flash ou je sais pas comment vous présenter ça. Mais ça va quand même, ça fait plaisir de garder surtout contact avec, par exemple, Salomé et Monica. On se connectait souvent. C'est vraiment un plaisir. En fait, je dirais, c'est pour la première fois de ma vie en fait que je fais une formation, que je parte comme ça en France déjà. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses, à savoir beaucoup de cultures, à savoir les gens de quatre coins du monde, parce que c'était d'un centre international, donc on a découvert beaucoup de choses. On a partagé, c'est ce qui est vraiment, en fait, c'est ce qui est vraiment un point très, très important, c'était le partage entre nous. On se regroupait et on partageait tout, vraiment tout. C'était pas juste au moment de la formation du module ou c'est pas dans la salle de formation. On parlait de tout pendant le déjeuner, pendant le petit-déj, dès qu'on se croise, moi je parle de mon pays, par exemple, elle parle de l'Argentine, l'autre elle parle de l'Inde. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez de notre amie l'Indienne. On a gardé, même elle, j'ai gardé contact avec elle. Donc, je dirais que cette expérience m'a vraiment ouvert, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est comme une porte à l'intérieur de notre esprit, c'est ouvert et voilà, on accueille des informations et tout. Et la formation avec, donc elle s'appelait Boussard Nili. On a appris beaucoup de choses avec elle. C'est une femme extraordinaire. Je ne sais pas comment elle transmet le message, mais c'est incroyable comment elle nous transmet l'information. Donc, on a découvert comment faire apprendre à l'élève beaucoup d'apprentissage à travers des jeux, à travers des petits, par exemple, là, déjà, on voit sur la photo des petits jeux, des cartes, des petites histoires. Et nous, donc moi, Monica, Salomé, et si je me rappelle bien, qui c'était avec nous déjà? J'ai gardé le nom. Donc, on a travaillé sur l'album des épices, c'est ça? Ouais. Oui, on a travaillé sur des épices, donc marché des épices, voilà, marché des épices. Donc, on a découvert déjà la couverture, on a découvert déjà l'album de... Je ne sais pas ce que vous l'avez toujours ici. C'est cet album-là. C'était une poésie à l'intérieur de cet album qu'on voit ici. Voilà, exactement. C'est un Voilà, album oui, avec oui, des poésies français. francophones. Voilà. Donc, je dirais qu'on a fait une belle expérience. C'est nous-mêmes qui ont essayé de créer un petit album, un petit jeu pour les enfants. Donc, on a pensé aux épices, au marché des épices. Les enfants vont donc sentir les épices. C'était ça le jeu, je pense. Sentir les épices et savoir donc à chaque fois le nom de l'épice. Donc déjà là, c'est un vocabulaire, je pense que c'est un vocabulaire approfondi par rapport aux enfants. Déjà le fait de sentir et de dire beaucoup plus d'idées, déjà ça fait partie de... voilà, je dirais que
On a appris beaucoup de choses. On a ramené beaucoup d'informations pour notre école parce que nous, on ne travaille pas de cette manière-là. C'est des manuels. Par exemple, moi, le CP, je suis une enseignante de CP, donc première AP, public, donc c'est 6 ans. Ils ont des manuels, ils travaillent sur des manuels, mais on ne fait pas ce genre d'album, faire des jeux. On ne fait pas ce genre de... C'est vraiment rare. Bon, on essaie d'inclure les jeux par rapport, par exemple, aux enfants en difficulté. Donc, on essaie de faire les jeux et tout. Mais là, j'ai découvert, c'est autre chose. Ils n'ont pas, par exemple, un manuel à suivre, un cahier d'activité. Parce que nous, c'est ça, un cahier d'activité, il faut suivre. Voilà, on travaille sur la lettre A, on travaille sur la lettre M, on travaille sur... Vous voyez. Mais là, ils travaillent sur... on dirait... il n'y a pas que les lettres ou les chiffres ou le calcul qui est plus important. C'est de s'ouvrir sur la culture, sur la culture française. Bon, c'est pas que là sur la culture française, sur la culture de tout le monde. Ce que vous vous rappelez d'album d'ailleurs avec une phrase est traduite à plusieurs langues. Il y avait même la langue kabyle. Ben ça, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Un enfant de 6 ans, de 8 ans, il apprend une phrase en combien de langues? Peut-être. Je crois qu'on a perdu le contact. Bon. Tu continues et Salo, tu continues? Oui, je continue. Et peut-être à la fin, si Kaina est toujours là et que vous voulez lui demander quelque chose. La voilà, la voilà, la voilà. Voilà. Donc, merci Kaina. Je disais qu'à la fin, peut-être si tu es toujours là, peut-être si les gens ont des questions par rapport à l'enseignement du FLE en Algérie, ils peuvent te demander. Bien sûr. Et, Bien sûr, et Kaina et nous a envoyé le rapport qu'elle a préparé de fin des stages et on va vous l'envoyer aussi pour que vous ayez justement ce jeu qu'on a préparé à partir de cette poésie sur les épices. Donc, merci beaucoup, Kaina. Je vous en prie, je suis là. D'être aujourd'hui avec nous. Voilà, donc après cette présentation de l'expérience, on va passer directement à la démultiplication en soi. Donc, il y a quelques idées centrales qu'on a vues dans ce module. Et donc, tout d'abord, on a vu un petit peu de théorie, pas trop, mais juste un peu pour pouvoir justement comprendre la spécificité du public enfant pour pouvoir adapter les activités qu'on va voir à ce public-là. Voilà. Donc, nous avons tout d'abord cette pyramide qui s'appelle la pyramide de Maslow, où on peut voir la hiérarchie des besoins de l'être humain. Donc, et toutes les images qu'on va partager, en général, ce sont des images que j'ai prises directement, des images que nous a données la professeure. J'ai mis cette note à côté. Voilà. Donc, selon cette pyramide, il y a il y a des besoins qu'on doit combler pour pouvoir trouver la motivation pour faire quelque chose. Et puisque la motivation est tellement importante, et puisque pour les enfants, l'est encore plus, parce que la motivation ne sera pas une motivation, par exemple, de type de travail ou d'autres motivations qu'on peut trouver dans un public adulte, il faut regarder un peu qu'est-ce qu'il y a par rapport aux besoins. Donc, tout d'abord, nous avons des besoins physiologiques. Donc, nous avons faim, soif, sexualité pour les adultes, repos, habitat, tout ça, il faut pouvoir combler ces besoins pour pouvoir apprendre quelque chose. C'est vraiment, nous en Argentine, on laissait vraiment beaucoup puisqu'il y a pas mal d'enfants qui n'ont pas ce besoin physiologique comblé. Voilà, donc ce sont des conditions pour apprendre. Il faut que l'enfant n'ait pas sommeil, qu'il y ait des pauses, qu'il soit... voilà, qu'il n'ait pas faim, etc., pour pouvoir apprendre et avoir une motivation. Puis, il y a un besoin de sécurité, c'est-à-dire on doit se sentir en sécurité et faire confiance aux autres pour pouvoir
être motivé et participer dans une classe, exprimer. Donc, par exemple, pour combler ce besoin de sécurité en classe, nous pouvons avoir des règles claires à respecter. Ça donne de la sécurité aux enfants parce qu'il y a des règles. Un déroulement de la séance connu, c'est-à-dire que les enfants sachent ce qui va se passer à peu près dans une séance, qu'il y ait une anticipation de ce qui va se passer, et pour nous, qu'il y ait une anticipation des difficultés qui peuvent paraître lors de notre séance. Voilà, et comme ça, si on a ces règles, si on a une séance connue, l'enfant peut se sentir en sécurité pour s'exprimer. Puis, il y a un besoin d'appartenance, c'est-à-dire qu'on a besoin tous d'être aimés, écoutés, d'être compris, de l'estime des autres, de faire partie d'un groupe, d'avoir un statut. Et pour les enfants et pour les ados, ça c'est vraiment très, très important, très important. Donc, pour pouvoir développer ces sentiments d'appartenance en classe, il faut vraiment qu'on puisse mettre en place une situation d'écoute, d'entraide entre les élèves de la classe et les profs. Une fois qu'on a tout ce besoin comblé, il y a les 4 et les 5, c'est-à-dire les besoins d'estime et les besoins de s'accomplir. Le besoin d'estime, ça veut dire avoir le sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur et conserver son identité. Donc, on a un besoin de valorisation. Et ça, comme professeur, on peut développer cette valorisation de l'enfant en le voyant comme un acteur concret de la salle de classe et aussi en admettant la créativité et l'inventivité et l'imagination. Après, on va voir des activités justement pour exploiter tout ça, puisque à travers la créativité, l'inventivité et tout ça, l'enfant peut justement exprimer ce qui, disons, son identité. Et ça permet justement de développer cette estime en soi. Et puis, il y a le besoin de s'accomplir, de s'épanouir, de développer ses connaissances, ses valeurs. Donc, apprendre, créer, résoudre des problèmes. Et c'est ça qu'on va essayer de développer justement à partir des activités qu'on a vues. C'est-à-dire, ce sont toutes des activités qui aident à apprendre une langue, mais aussi qui vont nous permettre justement d'aider l'enfant à combler ce type de besoin et d'avoir une estime en soi, de pouvoir exprimer son identité et s'épanouir finalement. Voilà. Et donc, on va penser des activités qui soient adaptées au jeune public. Donc, pour les enfants et voilà, pour les enfants, l'apprentissage doit être ludique, justement, parce que à cause de leur manière de se mettre en relation avec le monde, il faut qu'il y ait le jeu, qu'il soit interactif et qu'il soit ritualisé. Après, on va parler un peu sur les rituels. Il est très important les rituels pour l'enfant, justement pour qu'ils aient cette sécurité par rapport à on sait ce qui va se passer. La prof ne va pas venir me demander une chose avec laquelle je ne peux rien faire, je ne sais rien faire. Voilà. Et on va exploiter aussi avec le jeune public les plaisirs. Donc, les plaisirs des mots, les plaisirs des sons, les plaisirs de découvrir, les plaisirs de jouer. Donc, vous allez voir, toutes les activités qu'on va vous montrer aujourd'hui sont en rapport avec ce plaisir, justement. Et puis, les enfants, comme vous le savez, on a tous appris les stades de Piaget. Donc, l'enfant, lorsqu'il est tout petit, en général, il est centré sur soi, sur sa famille la plus intime. Et au fur et à mesure qu'il passe par des situations de socialisation, il commence à se décentrer, à apprendre qu'il y a du monde, qu'il y a d'autres personnes avec des intérêts particuliers, des besoins particuliers, etc. Donc, ces types d'activités peuvent aider justement à découvrir cette altérité, à se décentrer et à faire les liens, par exemple, entre la langue maternelle et les Français, entre sa culture et la culture d'un autre, faire des ponts, voilà. Et surtout, si dans ces activités, on introduit justement des éléments qui aident à connaître des cultures autres, c'est-à-dire pas seulement le français de France, mais par exemple d'autres lieux, par exemple en Algérie, comment ça se passe, etc. Voilà. Moni, je te laisse la parole pour... D'accord.
Et dans ce sens, on a travaillé un peu et on a cité la pédagogie Freinet, voire Montessori, oui, en ce qui concerne tout ce que Salomé vient de dire à propos de centrer les enfants, l'importance de placer les élèves comme acteurs de leur apprentissage, oui, au cœur du projet éducatif. Oui, alors l'expression libre des enfants, la correspondance entre les classes pour faire des travaux interdisciplinaires qu'après on va voir en quoi ils peuvent se baser. Le journal scolaire comme suite de ce travail qui se fait tous les jours, le plan de travail individuel, les fichiers, les livrets autocorrectifs, les conférences données par les élèves, les exposés qui peuvent donner justement confiance, les décisions des groupes concernant la vie en classe, c'est-à-dire que l'élève soit autonome d'une certaine manière, ouvert sur le monde, comme disait tout à l'heure aussi. Et tout cela favorise la confiance et l'évaluation formatrice, oui, parce que c'est important de voir l'élève justement au centre de sa formation, oui. Et par exemple, Kaina le disait tout à l'heure, nous, boursières, avance si tu veux, Salomé, vas-y. Nous, boursières, nous avons expérimenté la bourse, disons, les activités. Nous avons expérimenté, on a mis en jeu tout ce qu'on devrait mettre en jeu avec nos élèves, oui. C'est-à-dire que c'était très important parce que là, nous avons l'aménagement. On sait, nous toutes, tous, que l'aménagement pour les enfants doit être absolument différent. Il doit propicier d'une certaine manière l'activité. On a l'habitude de dire ne bouge pas. Oui, quand les enfants bougent, on dit reste, ne bouge pas, mais c'est tout à fait le contraire. Les espaces doivent être aménagés de telle manière que les enfants puissent se déplacer. Oui, en général, c'est difficile chez nous parce que, disons, le jeu, l'activité est très associé, comme nous venons de le dire, à un moment déterminé pour les enfants, mais les écoles ne sont pas tout à fait préparées pour cela. Oui, alors on a les chaises en rang, on a le prof devant, et puis, bon, il faut tout raménager, mais c'est important et pour pas le faire tous les jours, mais c'est très important d'avoir conscience de ce travail. Et on avance, si tu veux, Salo, et pour montrer l'importance aussi d'avoir du matériel qui soit spécifique pour les enfants, oui. Alors, c'est très important, les cartes, les couleurs, les fiches, les animaux, le rituel, c'est très important, oui. Alors, c'est-à-dire que ce sont des indices que on doit entrer dans une salle de classe et savoir à partir de ce qu'on voit qu'il y a des enfants. C'est très important, oui. Alors, il y a des enfants dans la mesure où on trouve des éléments pour des enfants. Voilà, il y a par exemple cette idée qu'on a vue dans les cours de Brosard Nelly du mur des mots, vous les voyez ici. Donc il peut y avoir des pochettes ou que ce soit par exemple comme ça avec des aimants ou voilà, et où il y a un espace pour chaque lettre et des mots qu'on apprend. On les écrit dans des étiquettes, on les dessine peut-être si on veut, et on les met dans ce mur, par exemple des mots qu'on construit tout au long de l'année, par exemple. Où il y a aussi ce type d'éléments avec des mignonnes et les noms et les prénoms de tous les enfants pour les tirages au sort ou des choses comme ça pour travailler les jeux, par exemple, etc. Voilà, et Monica parlait justement du rituel, de l'importance du rituel. Et c'est ce qu'on disait avant pour que l'enfant se sente dans un cadre rassurant. Et il est très important d'avoir des rituels en cours parce que ce sont des moments connus, positifs. Ça permet à tous les élèves de s'exprimer. Par exemple, on a ici, je ne sais pas, si vous voyez lorsque ça,
Vous le voyez lorsque je... D'accord. Donc, ici, il y a par exemple de petites roulettes avec les différents... la météo, par exemple, ensoleillé, nuagé, etc. Ou les états d'âme. Et donc, les enfants peuvent choisir le dessin qui correspond au jour du cours. Et on peut changer, disons, les enfants peuvent varier chacun leur tour. Et ça permet à tous les élèves de s'exprimer à un moment donné de la classe ou voilà, du mois, etc. Et il est très important, nous disait la prof de ce module, de faire une transition entre les mondes de la maison ou le monde d'un autre cours et les mondes du cours de français. Voilà. Et donc, elle donnait quelques exemples. L'un d'entre eux était, on peut faire comme une espèce de transport qui va transporter les enfants du monde de l'école, voilà, au monde du français. Donc, par exemple, on peut faire un avion et tous les enfants vont faire comme ça dans la classe, non? Ils vont voler, ils vont circuler dans la classe, ils vont voler, ils vont entrer dans la classe de français. Ou par exemple, avoir des mots de passe. Donc, il faut donner le mot de passe pour entrer dans la classe. Ou voilà, des marionnettes, faire des virelangues ou chanter une chanson. Ça, c'est peut-être la manière la plus connue, mais ce sont justement des rituels de transition et qui permettent aussi aux enfants de voilà, laisser un peu derrière eux ce qu'ils ont fait avant et entrer dans un autre monde. Et voilà, de cette manière, on peut travailler des compétences orales, écrites, sociales, ça veut dire selon le type de rituel qu'on va choisir. Et ce qui est très important, c'est que le rituel n'est pas figé. Donc, on peut le changer, on peut le modifier selon le jour. Donc, de cette manière, on voit qu'il y a quelque chose de rassurant, mais en même temps, il y a quelque chose de nouveau. En général, ça doit être une activité très courte, 10 minutes au plus, et voilà, qu'on va reprendre, qu'on peut modifier, etc. Voilà. Donc, on a différentes propositions. Dans le module, on a vu différents types de travail avec les enfants. Donc, on a travaillé avec les jeux symboliques. Par exemple, la salle d'attente chez les médecins ou les restaurants. Maintenant, on va voir un exemple. On a vu aussi des activités de travail avec l'art. Voilà. Des comptines et des chansons, des albums jeunesse et des jeux de société ou similaires. Donc, on a marqué en jaune ce qu'on va développer un peu plus pour vous raconter. On a laissé de côté les comptines et les chansons parce qu'il nous semblait que c'était vraiment beaucoup plus connu ici. Et on va montrer un seul exemple d'album jeunesse pour que vous ayez juste un autre outil de travail. Mais sinon, on va rester sur ces trois types d'activités. Voilà. Et donc, je vais commencer avec un exemple de jeu symbolique. Donc, il faudrait peut-être rappeler ce qu'est un jeu symbolique. Moi, je ne le savais pas, je l'ai appris dans cette formation. Donc, on appelle jeu symbolique tous ces jeux où l'enfant fait semblant. Ça veut dire qu'il fait semblant, il acquiert un rôle. Par exemple, lorsqu'il joue à la dinette, ils font semblant qu'ils cuisinent, après qu'ils mangent, que toute la famille mange. Ou lorsqu'elle joue à la poupée, on fait semblant d'être une mère, d'être un père ou quoi que ce soit. Et ce type de jeu symbolique, ce qui est très important, c'est d'avoir, disons, ce rôle peut se construire à partir des objets, soit des objets représentatifs, une poupée, soit des objets symboliques. Voilà. Donc, et ce type de jeu permet aux enfants d'élaborer ce qu'il apprend, de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses peurs, etc. Et c'est très intéressant par rapport à l'imagination parce que ce type de jeu permet à l'enfant d'avoir plusieurs rôles à la fois parce qu'il va être le scénariste, c'est-à-dire la personne qui écrit ce qui va se passer. Il va être le metteur en scène, ça veut dire qu'il va construire tous les décors et il va travailler sur comment on va faire le jeu. Et puis, il va être aussi l'acteur ou l'actrice, si c'est une fille. Et ça permet de travailler sur les quotidiens, mais bien sûr que les enfants peuvent aller laisser voler leur imagination n'importe où. Le jeu symbolique, en fait, l'exemple que vous allez voir maintenant,
c'est créé en fait pour des enfants qui ont les français comme langue maternelle ou langue seconde. Parce que bien évidemment, les enfants qui apprennent le français comme langue étrangère n'ont pas suffisamment d'éléments linguistiques pour faire un jeu bien élaboré du point de vue que vous allez voir maintenant. Mais on voulait vous le montrer quand même, parce qu'il nous semble qu'il est très intéressant comment il est construit, et peut-être ça vous donne des pistes pour adapter pour vos enfants et pour créer justement des jeux de rôle, etc. Donc, on va vous envoyer tout ça, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas la peine de noter. Il y a toute la fiche pédagogique. Donc, cet exemple, c'est les coins docteurs. Et donc, on va développer un jeu d'imitation, etc. Et ce qu'il est important, c'est que les enfants vont déménager du matériel. On va installer un espace spécifique dans la classe pour faire ce jeu symbolique. Il est très important, l'espace, l'ambiance. On ne peut pas le faire avec la salle de classe telle qu'elle. Il faut vraiment aménager l'espace. Et voilà, il faut que ce soit un espace suffisamment vaste pour qu'on puisse manipuler et, voilà, et jouer. Et ce sera, comme il dit ici, ce sera dans la classe, dans un espace fixe bien délimité. Il y aura beaucoup de matériel. Dans ce cas-là, on aura par exemple des pansements, un thermomètre, des seringues, des enleveilles, bien évidemment, etc. Ouais. Voilà, donc après, vous pouvez lire avec beaucoup plus de détails la fiche pédagogique, mais vous voyez que c'est construit pour les enfants ayant les français comme langue maternelle, parce que ici, on parle de section petit, moyen, grand. Ce n'est pas notre cas. Mais voilà, on vous montre un peu ce qu'on nous a montré dans ce module. Par exemple, dans cet espace bien délimité, bien fixe, où on va faire ce jeu, on peut, par exemple, mettre des affiches. Non? Et regardez combien ça, c'est très actuel, puisque lorsqu'on reviendra l'année prochaine en cours, il faudra certainement travailler avec tout ce qui est les gestes barrières. Exactement, les gestes barrières. Donc, on peut vraiment utiliser ce type de matériel. Et ça, ce sont des affiches qu'on peut imprimer et coller. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, je crois. Peut-être vous pouvez le fermer pour qu'il y ait un bruit. Merci. Donc, on peut mettre des affiches comme par exemple celui-ci, où on parle de, justement, lave-toi les mains après être allé aux toilettes, avant de manger, en rentrant à la maison. Pardon, Virginie, je désactive ton audio parce qu'il y a un bruit qui encombre. Voilà, des affiches par rapport à l'alimentation, des affiches par rapport à de nouveau à l'hygiène des mains, etc. Donc, on peut aménager l'espace avec ce type d'affiches. Et puis après, d'autres étiquettes, par exemple l'étiquette salle d'attente, l'étiquette consultation pour les docteurs, non? Mais ça dépend vraiment de ce qu'on va faire. Ici, il y a aussi des... Pardon Virginie, est-ce que tu peux silencier ton micro? Merci. Donc des affiches avec les lettres pour travailler, pour jouer par rapport à la vision, etc. Mais aussi, on peut travailler avec les vocabulaires de l'alphabet, par exemple, ou des images avec des choses, du vocabulaire que les enfants aient appris. Et puis après, on peut avoir des étiquettes des différents éléments qu'on va utiliser. Ici, évidemment, ce sont des éléments... Il y a des mots qui sont très compliqués parce que ça, c'est pour la langue maternelle, mais vous pouvez adapter ça pour vos élèves selon ce que vous voulez travailler avec le vocabulaire. Et pardon, Salomé, oui. Pardon, j'ai dit quelque chose. On a choisi spécialement ce jeu et parce qu'il y avait le restaurant, il y avait d'autres types de jeux, mais on a vu que c'était aussi important à propos du soin de l'autre, du propre soin. Oui, c'est-à-dire que nous avons choisi ça parce que c'est tellement actuel
qu'on a voulu partager justement en sachant que tout doit pouvoir se toucher. Oui, alors c'est très important de pouvoir toucher à tout ce que on a pour jouer. Pardon. Voilà, oui, c'est ça, c'est pour manipuler. Maintenant que je le pense, si on continue avec les gestes arrière l'année prochaine, peut-être on ne pourra pas manipuler les objets, mais dans un contexte normal, il faudrait pouvoir manipuler les objets comme Monica disait. Peut-être ce n'est pas l'objet en soi qu'on apporte, mais un objet qui fait semblant d'eux avec l'étiquette, et voilà, c'est juste un jeu. C'est pour ça que c'est symbolique, on peut utiliser n'importe quoi pour faire semblant. Voilà, et après, là, on peut travailler, par exemple, avec la compréhension écrite. On peut avoir des fiches, par exemple, ici, on a la fiche d'admission de la salle d'attente du docteur, où il faut écrire le nom et les prénoms seulement. Ici, il y a une fiche de consultation où le patient peut mettre ses symptômes. Et ici, c'est un peu compliqué peut-être ou pas, mais par exemple, lorsqu'on travaille avec les enfants, avec les parties du corps et s'ils ont par exemple mal à la tête, mal à l'estomac et tout ça, on peut mettre ce type de vocabulaire qu'ils connaissent déjà pour qu'ils puissent déterminer quels sont son symptôme, etc. Et il y a ici, voilà, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle en français. Voilà, pour le médecin, pour que le médecin vous donne ce qu'il faut prendre, etc. Voilà, donc comme je disais, juste pour finir avec ça, après vous allez voir tout ça. Et il faut vraiment l'adapter, évidemment, mais vous voyez qu'il y a pas mal de pistes par rapport à ce qu'on peut faire avec les jeux symboliques. Donc il y a vraiment pas mal de choses avec lesquelles on peut travailler pour que les enfants puissent construire, d'abord qu'ils puissent construire les décors, et puis qu'ils puissent voilà, faire le jeu de rôle, parce que finalement c'est une espèce de jeu de rôle. Voilà. Bien, alors on passe à cette expérience de art et FLE. Oui, art et FLE peut-être pas très utilisé, je parle de moi en particulier, oui, mais peut-être on a l'impression que travailler art en classe de FLE, ça veut dire qu'il faut savoir beaucoup ou savoir des choses très élevées ou que l'art, c'est quelque chose qui ne peut être adapté aux enfants. Et on va voir quelques expériences qui sont très intéressantes pour voir que l'art suscite la curiosité des élèves et développe son désir d'apprendre, de s'exprimer et stimule la créativité en lien avec une pratique sensible et réfléchie, parce que quand on partage une image, quand on partage l'art, c'est qu'on partage aussi, on ouvre à des émotions, on ouvre à des sensations, oui, et développer l'attitude, avoir regardé, à entendre. Bon, alors, vous voyez, non, se construire une culture personnelle, vous pouvez lire, c'est pas nécessaire que je le lise, mais ce qu'on vient vous dire, c'est que les activités artistiques réorientent les sentiments des enfants, les rassure, tout ce que nous avons dit avant à propos de la pyramide, à propos de la pédagogie freinée. Alors, on parle des activités qui visent à construire non seulement la partie linguistique, mais la partie linguistique avec la partie individuelle, personnelle et constitutive de la personne, oui. Alors, soulage les tensions, encourage le processus de socialisation et réduit le stress. Et que dans la classe des enfants, c'est très important de réduire le stress parce que, comme disait tout à l'heure Salomé, cette histoire de revenir, de la recréer, passer de la classe de musique ou de la classe d'autres classes ou d'une classe qui a été très rigide parce que c'est nécessaire pour passer, alors passer à autre chose d'une manière un peu plus facilement. Alors cela va venir travailler aussi les compétences langagières, mais autrement, oui, autrement. Et aussi les compétences culturelles, non? Parce que ça permet de connaître d'autres cultures, mais aussi la propre. Après, on va voir quelques exemples.
Oui, et susciter la curiosité, c'est quelque chose, c'est-à-dire quand on pense à l'école comme l'opportunité, l'occasion de connaître, de savoir et de se mettre en contact avec la culture, c'est qu'on a l'occasion de réveiller chez les enfants la possibilité d'autre chose. Je ne sais pas quoi, oui, on pourrait discuter sur ça, mais c'est l'occasion de trouver l'esprit d'aller vers, je ne sais pas, la chanson, la lecture, mais l'art aussi, oui. Oui, et il y a aussi avec ça, on parlait dans le module qu'on peut ritualiser aussi la question de l'art. Donc, on peut, par exemple, je ne sais pas, tous les 15 jours ou la dernière classe du mois ou quoi que ce soit, faire un travail spécifique sur l'art. Ils peuvent avoir un carnet artistique qu'ils vont construire tout au long de l'année. Et à la fin de l'année, ils vont avoir un carnet avec, disons, où ils vont trouver tout ce qu'ils ont appris par rapport à l'art et tout ce qu'ils ont fait artistique. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Et aussi, on peut faire des activités interdisciplinaires, pourquoi pas, avec les profs d'art. Donc, et même avec des profs, par exemple, des sciences sociales, pourquoi pas, s'ils travaillent quelque chose de l'histoire, travailler sur des œuvres, par exemple, sur des œuvres picturales de cette époque. Ou, voilà, on peut avoir pas mal d'idées de ce point de vue-là. Bon, alors, l'occasion de partir même du nom, du prénom, pour les lettres de l'alphabet, alors décorer chacun sur les lettres de l'alphabet pour commencer à s'introduire au vocabulaire, au prénom. Alors, c'est très simple, mais on a voulu vous partager cette image. Oui. Puis voilà. Après, on a... Oui, c'est ça? Non, vas-y. Ça va. Puis après, il y a une idée qui est très sympa. On l'a fait en classe, dans le module. On a travaillé sur ça. Et c'est la dictée picturale. C'est une activité on peut faire par binôme ou on peut le faire aussi avec toute la classe. Donc, comme objectif, il faut répondre de manière graphique à des consignes très simples, commenter une production, enrichir sa culture artistique, évaluer les pairs, etc. Donc, il y a par exemple un dicté avec forme géométrique. Alors, les enfants, ils vont devoir dire, ça c'est un peu compliqué en fait. Pour les enfants, pour les débutants, peut-être c'est mieux de travailler sur des natures mortes parce qu'ils auront par exemple appris les vocabulaires de la nourriture. Donc, ils peuvent dire, il y a une pomme, il y a une table, sur la table, il y a une pomme, voilà. Donc, ils vont décrire les tableaux qu'ils peuvent voir. Disons, la personne qui décrit peut voir les tableaux et le reste non. Et le reste doit dessiner ces tableaux-là. Et après, on peut le montrer et on peut les comparer. On peut voir si on a bien compris ou pas, etc. On peut bien évidemment le faire avec d'autres publics, avec des tableaux plus compliqués. Par exemple, on a travaillé avec celui-ci en cours lors du module où il y a pas mal de personnages et d'objets, mais on peut le faire très simple ou pas. Et ça, c'est une chose, on a marqué avec cette espèce de tic en vert, on a marqué des choses qu'on peut faire de manière virtuelle si on continue à travailler comme ça, parce qu'on peut envoyer à l'enfant, par exemple, l'image qu'il doit décrire, le reste doit les dessiner chez soi et puis montrer. On peut faire un Padlet avec toutes les productions des enfants. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ça. Puis une autre idée avec les tableaux en complet, on peut faire parler les personnages, par exemple. Donc, on montre un tableau comme celui-ci et on construit un dialogue. Ou imaginer l'environnement, par exemple, on montre une petite partie d'un tableau, ils doivent imaginer les restes, soit en les lisant, soit en les dessinant. Et puis après, on leur montre le tableau complet, etc. Et on les décrit et tout ça. Ici, vous allez trouver qu'il y a pas mal d'exemples des tableaux français ou européens. Je vous encourage à trouver et à chercher aussi des tableaux argentins ou latino-américains, pourquoi pas, parce que en fait, ça fait partie de la culture de nos élèves. Donc, ce serait intéressant aussi de travailler, par exemple, Frida Kahlo ou Berni ou n'importe qui. Bien. Et à découvrir aussi
des techniques, des différents matériaux pour travailler. Là, nous avons Alberto Giacometti qui présente son personnage qui marche, qui signale, qui fait des actions. Et alors, la prof nous a montré la possibilité de reproduire les sculptures, oui, de reproduire les sculptures avec du matériel, je sais pas, papier, du câble. Et nous l'avons fait quand même. Moi, je suis un désastre avec les activités manuelles, mais de toute manière, on a beaucoup rigolé et c'était très dingue de voir comment les autres travaillent et produisent des actions avec ce matériel. Oui, c'est très intéressant. En même temps qu'on connaît des techniques. Bon, après, on va voir voilà, on a là, parce qu'on ne voit pas bien, mais on peut découvrir Georges Seurat sur le pointillisme, qui est aussi une technique très intéressante pour les enfants parce que ça leur permet de se concentrer, de produire à petits pas et une production qui peut être en commun aussi parce qu'on peut construire à partir d'un groupe. On peut construire avec des couleurs. C'est vrai ce que Salomé disait tout à l'heure, de la distance qu'il faudra respecter. Mais bon, quand même, chacun avec ses propres matériels pourra travailler et quand même, on ne va pas abandonner la possibilité de construire des choses en groupe et en commun, même avec la distance qu'il faut garder, oui. Bon, et après, il y a Arcimboldo que j'aime et je crois que Salomé aussi, juste parce que c'est très amusant et parce que c'est une richesse lexicale, justement enrichir son lexique à partir de cette métaphore qui montre Arcimboldo pour ses créations, oui. Et il propose des métaphores visuelles, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec tout ce qu'on voudra. Oui, il n'y a pas de limite là. Peut-être que moi-même, je n'avais pas imaginé de travailler ça, mais je le trouve très intéressant, justement parce que toujours avec les cartes qu'on peut construire, et ce que les élèves peuvent reproduire justement dans ce centre d'action qu'ils doivent être eux-mêmes, oui. Alors, moi, j'aime ça spécialement. Et en plus, il y a les quatre saisons de l'année. Donc, on peut travailler les 4 saisons. Lorsqu'elles commencent, on peut travailler le tableau spécifique de la saison pour voir les vocabulaires spécifiques de la saison. C'est très intéressant. Oui, et la transformation, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à travailler, justement. Voilà. Et donc, après, il y a une série d'activités. Vous allez voir, ils sont beaucoup pour découvrir une artiste. C'est surtout à partir de ces activités-là que la professeure nous disait, la formatrice nous disait qu'on pouvait construire un carnet artistique du travail tout au long de l'année. Donc, à partir de ce type d'activité, on a la compréhension écrite parce qu'on a les biographies qu'on va lire, justement. Il y a la production orale et écrite parce qu'on va décrire des tableaux, par exemple. Et puis, il y a des activités artistiques à faire par les élèves, coloriage, collage, tout ce qu'on veut faire, et la description qu'on va faire de notre propre tableau, disons. Bien évidemment, toute production artistique sera suivie après d'une production, une explication, une description, quoi que ce soit. Donc, la première, c'est Marc Alonte. C'est un peintre franco-chinois, un peintre franco-chinois qui travaille avec comment ça se dit? Des encres, des teintes, je dis. Des encres, voilà, on peut travailler avec ça. Ça, c'est un peu compliqué pour travailler avec les élèves, que ce ne soit pas le chaos, mais quand même, on peut le tenir en compte. Et vous voyez qu'il y a ici, voilà, une petite fiche et puis une petite description biographique. Voilà.
Pardon, et on peut introduire de nouveau, puisque j'aime bien travailler la question culturelle, des peintres, des photographes, etc., de partout dans le monde, pas seulement des Français. Puis, on a Matisse, par exemple. Ici, on a la biographie de nouveau. Et on peut travailler sur les tableaux des Matisse. Et puis, avec ces tableaux-là, les décrire, bien évidemment, dire ce qu'on voit, les couleurs, ce sont des couleurs très faciles à décrire, etc. Et après, on peut faire, par exemple, des collages. Par exemple, on peut découper ce tableau-là en parties. Et après, les élèves vont faire un collage avec ces parties. Bon, ça, c'est fait avec un autre tableau, mais c'est la même idée. On peut faire un tableau avec ces parties mises d'une façon différente. Et on peut travailler en binôme aussi ça. Et après, on va décrire, on va présenter ce qu'on voit et on va comparer parce que chaque groupe va faire des choses bien différentes. On peut les comparer. On peut travailler aussi sur les impressions. Quelles sont les premières impressions qu'on a face à un tableau, la joie, la gaieté, la tristesse, etc. Et voilà, si c'est une photo, si ce n'est pas une photo, si c'est un collage, on peut travailler sur tout ce type de vocabulaire. Et voilà, il y a aussi des formes géométriques avec lesquelles on peut travailler dans quelques cas. Puis on a Benjamin N, c'est un Belge, un photographe, que ce qu'il fait, vous le voyez ici, il prend des photos qui sont incroyables, mais il laisse des parties qui sont en blanc et il les dessine. Donc il complète ses tableaux avec il dessine. Voilà. Donc on peut travailler de nouveau avec sa biographie et puis après donner un des exemples aux élèves pour qu'ils puissent compléter l'intérieur de cet espace blanc qui n'est pas photographié. Voilà. Puis on a Mondrian et ici on peut faire, par exemple, on peut travailler sur le hasard. Tous les élèves vont avoir le même tableau mais en blanc, donc seulement avec les formes mais sans couleur. Et on va avoir par exemple des dés pour la quantité des carreaux et un autre dé avec les couleurs. Et on va jeter les dés, on va dire par exemple 3 carreaux rouges. Donc les enfants vont devoir peindre ces carreaux en rouge et après on pourra comparer si effectivement on a fait la même chose ou pas, parce que bien évidemment il y aura des choses très différentes. Vous voyez ici un exemple que notre formatrice a fait avec ses élèves, donc avec différentes images, on a fait ça. Et puis on peut faire aussi une bataille navale, par exemple, avec les couleurs. Il faudrait voir comment ça se passe, mais on pourrait le faire. Voilà. Bon, et vous voyez ici la chambre et que nous connaissons très bien. Alors, la possibilité d'ouvrir les jeux pour les couleurs, pour les prépositions des lieux, oui, et pour... c'est-à-dire, la base est la même, la description. Et ici, justement, c'est vrai ou faux pour tester la compréhension des phrases en face au dessin. Et nous avons ici après, si tu avances, oui, Salomé. Si tu avances, non, ça va. Nous avons la possibilité de poser des questions avec des points. Alors, selon la difficulté, je n'arrive pas à voir, mais alors on peut montrer l'image. Oui, on peut montrer l'image parce que ce sont des activités qui servent, disons, pour ce moment à la distance. Alors, montrer l'image et poser des questions, établir des points pour chaque question et faire un jeu et tester aussi la compréhension à partir de ce qu'on a vu à l'image. Alors ici, spécialement, nous avons la possibilité de la description physique, la description des vêtements, la quantité des personnages, oui, et on enthousiasme toujours l'enfant à participer de cette activité qui ne demande pas beaucoup de construction, mais des choses bien concrètes et qui peuvent être utilisées, oui.
Oui, et par exemple, il dit de quelles couleurs sont les murs de la chambre à coucher? Ils sont orangés, ils sont bleus, ils sont verts. Combien y a-t-il de chaises dans cette œuvre? 1, 2, 3. Et ce qu'on peut faire, ça dépend de la difficulté recherchée, mais on peut montrer l'image pendant 2 minutes et puis la cacher et donner aux enfants à répondre ce questionnaire pour voir ce qu'ils se rappellent de ce qu'ils ont vu. Donc, ça peut être aussi intéressant pour travailler la mémoire, justement, de l'enfant. Voilà, et après, il y a des activités purement artistiques pour développer l'imagination. Donc, on a la possibilité de détourner des œuvres. On prend une œuvre connue, par exemple celle-ci, et on les laisse la détourner selon une consigne ou de manière libre, disons. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ici, on l'a détournée, on l'a transformée en française, apparemment. Puis, on a une autre activité imagination. Donc, il y a le trou de la serrure. Et il faut imaginer tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on peut voir à travers ce trou. Et l'enfant peut dessiner tout ce qu'il croit qu'il peut voir à travers cette serrure. Et ça, Monique, tu veux l'expliquer? Oui, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, le cadavre exquis, c'est un jeu collectif, bon, comme dit là, inventé par les surréalistes, notamment par Jacques Prévert, et ça va nous donner la possibilité de la création, alors surtout sur la poésie, oui. Alors, on l'a fait en classe et cela a provoqué aussi la possibilité que chacun construise sur sa propre imagination. Je crois que tout le monde connaît le cadavre exquis parce que c'est une activité qui est très, très intéressante. Et alors, les autres participants puissent s'inspirer de ce qu'on a fait avant, oui. Et c'est une suite du travail, et c'est un travail en commun et un travail collectif. Oui, alors ce qui est plus intéressant, c'est ça justement, oui, que ce n'est pas un travail individuel et en solitude, justement. Oui, et en plus, on peut le faire comme ça, on peut voir ce que l'autre vient de dessiner et continuer, Exactement. ou on peut cacher ce que l'autre a dessiné. Par exemple, dans ces exemples-là, vous avez ici, il y a la partie en haut du corps humain, puis on a toute la partie du corps, et puis on a les jambes. Donc, on peut demander au premier enfant d'imaginer toute la première partie, cacher ça. Au deuxième enfant, il doit continuer les dessins, cacher ça, et finalement un autre qui fait voilà, les jambes. Et ça génère des choses tellement drôles comme celles que vous voyez ici. Oui, alors moitié personne, moitié animal, moitié, je ne sais pas, n'importe quoi, oui, un dessin libre. Et alors, utiliser cette image justement pour construire une histoire ou une situation ou quoi que ce soit, oui. Voilà, et on peut faire la même chose avec les animaux fantastiques. Vous connaissez sûrement, il y a un livre très connu où on a justement les 3 parties de l'animal et on peut mélanger tout et avoir un animal nouveau, créer un peu un monstre. On peut faire ça. Et puis après, bon, dans tous les manuels de travail avec les enfants, il y a la création où il y a, on travaille sur les animaux, les parties du corps des animaux, etc. Donc on peut faire ça et après dessiner notre animal et le décrire toutes les parties, ce qu'il fait, etc. Voilà, et après, il y a quelques sites sur Internet. Donc, ce type d'activités, vraiment, ce sont des activités qu'on peut faire justement parce que si on continue de manière virtuelle quelques jours, ou sinon, les étudiants peuvent le faire après à la maison. Donc, je vais vous montrer ça, les sites. Par exemple, vous voyez, non, ce que je vous montre, j'ai changé, voilà. Donc ici, par exemple, nous avons le site du Grand Palais. Je vais voir si mon Internet marche bien, oui. Et il y a pas mal de jeux avec les œuvres qui se trouvent au Grand Palais. Et donc, par exemple, il y a cet exemple que je vous montrais avant, et les 7 différences des Velázquez. Donc, on peut mettre ces parties.
Et ici, on va voir l'œuvre originale et puis on va voir l'œuvre truquée et il faut chercher les différences. Non, par exemple, ici, il y a comme une espèce de mouchoir et ici, non. Donc, il faut cliquer. Maintenant, il faut que j'installe quelque chose sur mon ordinateur. C'est pour ça que ça ne se marque pas. Mais ça devrait se marquer, mais sinon, on peut quand même chercher les différences avec les enfants. Voilà, donc ça c'est intéressant pour travailler la description aussi ou les parties du corps, etc. Puis après, il y a les petites énigmes de l'art. C'est sur une chaîne de YouTube qui s'appelle comme ça, où il y a de petites vidéos de 3 minutes à peu près, avec différentes œuvres d'art. Oui. Donc, par exemple, ici, on a la Vénus de Milo et on explique, je vais vous montrer un morceau. Pourquoi la Vénus de Milo n'a-t-elle pas de bras? Voici l'histoire de la Vénus de Milo. Voilà, donc vous imaginez les restes, ça va nous raconter un peu l'histoire. C'est pas débutant, mais ça peut servir peut-être avec les classes des élèves un peu plus grands. Voilà. Et après, on a attendez, le site web du musée Carnavalet. Je vais fermer ça. Où il y a justement apprendre les français au musée Carnavalet. Il y a un livret pour l'apprenant et un livret pour le prof. Donc, il y a pas mal d'activités à faire avec les œuvres et le musée en soi. Ici, par exemple, je vais vous montrer dans on a mis des images de ce qu'on peut voir dans cette guide. Donc, on peut travailler, par exemple, la localisation dans l'espace parce qu'il y a un petit plan d'où se trouve le musée. Puis on peut travailler sur des images et la description, disons, qu'est-ce que ces images représentent. Puis il y a des parties où on travaille sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire dans un musée, donc des règles à respecter. On travaille sur ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas. Il y a aussi il y a la compréhension et puis il y a aussi à compléter des exercices à trous. Voilà. Et il y a pas mal d'exercices. On a mis seulement quelques-uns pour vous montrer, mais vous pouvez après le regarder. Il y a pas mal de choses à faire. Et c'est intéressant parce qu'on peut justement visiter ce musée de manière virtuelle. Donc, ce type d'activités peuvent se faire justement dans ce contexte qu'on est en train de vivre. Voilà. Bon, et on disait tout à l'heure que les albums jeunesse, c'est un outil que nous travaillons souvent et on voulait juste vous montrer aussi sur une chaîne YouTube. Et on a choisi Je ne veux pas de pâtes pour un public enfant de 7 à 11 ans dans la possibilité de nouveau les émotions, on peut travailler l'alimentation, on peut théâtraliser l'histoire, écrire une version avec un autre animal, le prolongement artistique, déclencher l'écriture et découvrir un livre dans une perspective interculturelle. C'est-à-dire, nous avons parlé justement avec Aina de ce que nous avons fait avec l'album à propos des épices, et c'est justement ce que nous avons fait. Et je ne sais pas si tu veux montrer, Salo, la chaîne YouTube, parce que j'imagine que vous avez, que vous connaissez, et il y a plein de... Ça s'appelle les petits coucous. Les petits coucous, cette chaîne YouTube a des histoires pour enfants. Elles sont très simples, elles sont accessibles
Et on peut aussi les envoyer si vous travaillez sur Classroom, si vous avez le contact de WhatsApp. Alors, vous pouvez envoyer le lien et ils peuvent non seulement travailler ou écouter ce que vous envoyez, mais aussi entrer dans la possibilité de voir d'autres choses parce qu'il y a plein de contes, des histoires et c'est très intéressant. Vous savez que les contes parfois sont polémiques parce que, bon, alors si on parle du petit chaperon rouge, alors ça va devenir tout un sujet d'analyse, mais de toute manière, ça peut nous servir pour, et comme on disait tout à l'heure, de travailler la question culturelle, la question du contexte, oui. Et de la même manière que quand on travaille un manuel, on se demande si ce que on voit dans le manuel, c'est actuel et ça coïncide ou non avec, avec notre réalité, notre groupe et nos enfants, oui. Et, bien, alors... d'une certaine manière, j'avais pris que c'était intéressant d'intégrer d'une certaine manière la vie personnelle à la vie de l'école et en même temps l'enseignement du français, oui, dans un double défi d'aborder des sujets de l'alimentation, d'aborder des sujets plutôt quotidiens aujourd'hui parce que nous sommes à la maison. Oui, alors de se prendre de ce type d'informations, oui, plutôt que pour l'intégrer à l'école, comme avant quand on prenait directement des activités de l'école seulement, oui. Et nous venons sur... On peut écouter, si tu veux, une petite partie pour qu'on voit que c'est très simple, effectivement. Et c'est lu par des enfants aussi. Exactement. Des pâtes. Le matin, lorsque sa maman lui disait « Viens manger tes tartines, mon petit lapin », il répondait « Bah, c'est pas bon, je ne veux pas manger ça. » Voilà, donc vous voyez que c'est... Très simple, c'est très simple. C'est sympa, exactement. avec les voix des enfants. Et ce que disait Monica et que Kaina expliquait avant, on a travaillé par exemple avec une poésie sur les épices, et on peut travailler aussi, les épices, pardon, et on peut travailler aussi avec tous les sens. C'est pas seulement lui ou voilà, le regard, etc. Sinon, avec cette activité-là, on avait travaillé avec l'odorat. L'odorat, oui. On a porté... Avec les yeux, oui, parce qu'il voilà. il fallait deviner ce qui c'était. De quoi il s'agissait, exactement. Voilà. Donc, on avait par exemple des épices différentes et on travaille sur l'odorat. Et après, où on peut faire découvrir, par exemple, les enfants ne connaissent pas peut-être les noms des épices et ce type de choses, mais on peut faire découvrir de quoi il s'agit. Et après, on utilisait quelques-unes de ces épices pour dessiner aussi, pour faire des collages, pour travailler, parce qu'il y a des épices qu'on peut marquer, disons, sur la feuille et ça reste coloré. Donc, on peut travailler aussi avec d'autres types de sons. Voilà. Et donc, finalement, on a pris quelques-uns des jeux qu'on a vus dans ce module. Il y en a beaucoup, mais on a pris ceux qui nous semblaient les plus intéressants, peut-être, pour travailler. Donc, d'abord, il y a quelques jeux type société. Là, il y a le double. Après, vous pouvez chercher les règlements sur Internet. Mais en gros, c'est un travail sur le vocabulaire. Donc, nous avons des petites étiquettes, comme vous voyez ici, des petites cartes, comme vous voyez ici, où il y a, par exemple, ici, c'est avec le matériel scolaire. Donc, il faut distribuer ces cartes parmi les enfants. Et on va mettre une carte au milieu. Et donc, l'enfant qui a, par exemple, on met cette carte au milieu. Et si l'enfant a, par exemple, les crayons dans sa carte, il peut dire crayon et mettre la carte sur l'autre.
Donc, de cette manière... Comme les chancho. Exactement, comme les chancho. Donc, on va travailler, mais il faut qu'ils disent le mot. Il faut qu'ils disent le mot pour pouvoir laisser cette carte-là. Et ici, je voulais vous montrer, parce que c'est très facile de créer un double. Donc, c'est pour ça que vous voulez vous les montrer. Donc, ici, il y a un site qu'on va vous passer tout ça, donc vous allez pouvoir le faire, où vous pouvez créer un double. Le double le plus petit doit avoir au moins 13 éléments, mais vous pouvez le faire avec n'importe combien d'éléments. Donc, vous pouvez créer le jeu avec des mots écrits, si vous voulez travailler sur les mots écrits, ou vous pouvez créer le jeu avec des images. Et je vais vous montrer comment on peut créer un jeu avec des images d'animaux. Donc, vous cliquez ici. Il faut que vous ayez des images sur votre ordinateur. Ici, moi, j'ai choisi quelques animaux. Donc, vous allez sélectionner au moins 13 images, comme celle-ci. Vous les ouvrez et ça s'écrit directement. Et donc, vous pouvez soit jouer en ligne, soit l'imprimer. Donc, si vous l'imprimez, c'est une chose comme ça. Les cartes que vous pouvez ensuite découper et plastifier si vous voulez. Voilà, c'est comme ça. C'est trop cher de les plastifier. Et voilà. Et vous pouvez les créer avec n'importe quel type de vocabulaire. Sinon, par exemple, si on joue de manière virtuelle, vous pouvez le jouer en ligne. Donc, je mets ici, par exemple, jouer en ligne. Et ici, vous voyez qu'il y a 2 cartes. Donc, il faut dire, vous pouvez faire dire aux enfants quel est l'animal qui se répète. Donc, ici, c'est la souris. Donc, on marque et on nous dit bravo, voilà. Et on continue, on peut faire ça avec toutes les cartes qui apparaissent. Non, si on peut marquer mal, vérifier, tu as fait une erreur, voilà. On peut travailler comme ça. Voilà, donc les doubles, c'est surtout pour travailler sur les vocabulaires. Et puis après, il y a le Lynx. C'est un autre jeu très connu où il y a aussi les vocabulaires, mais c'est un peu plus compliqué parce que comme vous voyez, il y a pas mal d'images des différents types. Donc ça, c'est vraiment un jeu pour récupérer tous les lexiques qu'on a appris pendant l'année, par exemple. Et ici, on va construire le plateau, ça s'appelle, oui, les plateaux de jeu. On va construire les plateaux avec différentes images comme ça. Oui, il faut les découper, il faut le créer. Et pour chaque image, il y a une étiquette avec le nom, le mot qui correspond à l'image. Donc, les élèves vont avoir ces étiquettes-là. Par exemple, vous distribuez 3 étiquettes par enfant. On fait ces plateaux. Et les enfants doivent trouver les images qui correspondent à leurs étiquettes et mettre une fiche de sa propre couleur, d'une couleur qu'ils ont choisie, sur l'image qui correspond à l'étiquette qu'ils ont avec eux. Et l'élève qui trouve les 3 étiquettes avant gagne, disons. C'est un peu comme ça. Il y a par contre différentes manières de jouer avec ce jeu. Il y a pas mal de règlements parce qu'en fait, c'est un jeu de vocabulaire. Donc, il faut juste chercher ou inventer une nouvelle façon pour travailler sur ça. Bon, et les 5 paires, c'est aussi un jeu de vocabulaire, mais avec la difficulté ce sont des mots en 2 parties et une image, oui. Et alors, cette histoire des jeux, c'est qu'il faut les construire ou les créer auparavant, oui, pour les avoir avant. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on les a déjà construits à un moment donné, ça va nous servir pour toujours, oui. Alors, c'est très intéressant parce qu'ici, on doit. Et c'est presque une stratégie de lecture et d'anticipation, oui, de mémorisation et qui enrichit le vocabulaire parce qu'il faut associer 2 mots avec une image, oui. Alors, c'est très intéressant dans ce sens. Le suivant, c'est le trio gagnant. Ah non, pardon, je me suis trompée. C'était l'antérieur. C'était celui-ci, le trio gagnant, pardon. C'était celui-ci, le trio gagnant, dans lequel il fallait associer 2 mots à une image, oui. Alors, cela
Et c'est ce que je viens de dire à propos de l'anticipation, de la mémorisation et aussi du vocabulaire, parce que plus ou moins, c'est tout à fait à partir du vocabulaire et pour mémoriser justement en situation. Et puis, on avait avant le 5 paires, pardon. Ici, dans les 5 paires, nous avons les cartes bleues avec les groupes verbaux et les cartes vertes avec le nom. Alors, c'est un jeu d'association aussi, parce que c'est très simple à le comprendre, qui permet de préparer des inférences, oui, alors entre les images et les groupes verbaux. C'est très simple à comprendre, alors je ne veux pas expliquer les jeux. Et puis, nous avons... Pardon, oui. on peut le faire aussi avec tous les groupes, par exemple. On peut le faire par petits groupes ou dans tous les groupes, ils doivent, disons, chercher dans toute la salle de classe la personne qui complète la phrase. Et ici, ce sont des mots valises en plus. C'est un peu plus compliqué, mais ça peut être sympa. Par exemple, un vous pouvez pique-nique, chercher tout ça. Oui, ouais. tout ça sur Internet parce qu'il se trouve et seulement savoir dans quel but vous allez chercher ce jeu. Et le dernier... On va vous les partager. On a tout ça pour vous envoyer après. Bien sûr. Et puis, nous avons celui-ci, G, qui a, alors aussi, c'est pour travailler avec toute la classe, comme disait tout à l'heure Salomé. Alors, on a un exemple de chiffres, oui. On a un exemple des sons un peu plus compliqués. Et puis, nous avons aussi l'alphabet, oui. Et on travaille sur l'interrogation et l'affirmation. Oui, j'ai par exemple je ne sais pas, le 1 qui a le 19. Alors, on partage et on travaille à haute voix et en même temps avec tout le groupe. Et alors, on apprend à utiliser, par exemple, dans ce cas, des structures syntaxiques. Oui, c'est important. On parle plutôt de plus petits. On peut travailler les vêtements ou quoi que ce soit. Oui, on peut construire les jeux à la manière et le besoin de chaque prof. C'est seulement un exemple à vous montrer, oui. Voilà. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est tout ce qu'on avait préparé. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et maintenant, si vous avez des commentaires ou... Je crois que Anna, elle avait lu, elle a lu le chat pour voir s'il y avait des commentaires ou des questions. Il y a peu de questions, mais il y a des commentaires. On utilisait à un certain moment l'art, mais on devait utiliser les images qui étaient nationales. On ne pouvait pas utiliser les images, disons, du musée du Louvre. On devait travailler avec les images nationales. Ça, c'est un commentaire. Et un autre commentaire, une autre question que je crois que tu l'as répondu, si les choses sont en ligne, on doit les créer. Non, les jeux sont en ligne, oui. Non, il y a des jeux qui sont en ligne et puis il y a d'autres qu'on va vous envoyer après. C'est pour ça qu'on vous a demandé aussi les mails. On va vous envoyer tout ça par WeTransfer. Vous avez 7 jours pour télécharger ce qu'on vous envoie. Donc, lorsque vous recevez les mails, vous les téléchargez. Oui, si vous le mettez sur le Google, alors vous allez les trouver, les règles et tout. C'est très simple et l'objectif aussi et le but du jeu, alors c'est en ligne. C'est ça. D'accord, c'est tout. Hein? C'est tout. Après, remerciements, magnifique. Tout le monde est content de partager tout ça en vous remerciant. Vraiment. Merci. Je ne sais pas, mais je crois Cilia, Sylvina et Elmina, et si vous voulez dire quelque chose, parce qu'on a quelques minutes encore, et Maria-Ángeles et Kaina aussi, et je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. On a partagé avec des collègues de Santiago, de La Plata, et de Rosario, cette expérience qu'on a remerciée au commencement, mais qu'on remercie encore une fois.
Ou si vous avez des Miguel. questions aussi pour Kaina, par exemple, nous avons encore un peu de temps. Elmina, elle est là. Je te vois, Elmina, hein, ne te cache pas. Je te vois. Et bonjour, non. Ah, salut. Pour vous saluer et seulement vous dire que c'était très intéressant d'avoir invité la collègue algérienne et ça donnait, je crois que c'est un point important aussi. Et bon, pour moi, ça a été très dynamique et intéressant aussi parce que je ne connaissais pas le contenu de ces modules, mais bon, je vous félicite. Merci, Elmina, merci. Ce qui est très important de pouvoir partager avec vous toutes et tous, c'est que cette expérience, c'est une expérience collective et de quatre coins du monde, oui, et c'est ça justement la richesse de savoir que nous avons l'occasion de partager à partir de maintenant des expériences avec d'autres collègues et de notre pays, mais de tous les pays, oui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a Sylvine et Marie-Ángeles là-bas. Oui, moi. C'est que je voulais. Oh, ça fait longtemps qu'on ne se voit. Oui, presque un confinement. Allez. Exactement, exactement. Non, je voulais dire simplement que j'étais témoin de votre retour de la salle de classe pour manger, pour prendre le petit café de l'après-midi et que vous étiez vraiment très, très enthousiasmé, très motivé par les modules. Et on voit pourquoi. Parce que vous avez très bien travaillé et on a beaucoup appris. Merci, Sylvina, merci. merci. Merci d'être venue. Voilà. Et Marie-Ángeles, je ne sais pas si elle est là. Je ne la Je vois crois qu'elle pas. avait cours aujourd'hui. Elle avait cours. Ah, Je crois. d'accord, d'accord. Et Kaina, je ne sais pas si elle est, parce que chez elle, c'est quelle heure? C'est 11h, 10h, je ne sais pas, c'est très, très, très tard. Elle est là, à côté de toi, elle est là. Ah oui? Je suis là, je suis toujours là. D'accord, d'accord. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Kaina ou vous voulez, je ne sais pas. Profiter de sa présence. Voilà. Bon, merci. Bon, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus. On est ravis que vous soyez là et de cette. On ne s'attendait pas vraiment à une inscription si nombreuse. Donc, merci beaucoup. Et voilà, on va vous envoyer tout ça par mail. Si vous ne recevez pas ça ce jour-là, ce week-end, vous nous écrivez pour nous demander tout ça. Merci. Pardon, je fais une petite remarque simplement. Oui, Christine. Et quand on a commencé le projet des écoles plurilingues, et on a créé, à ce moment-là, c'est Louis Vachejos, je ne sais pas, Monica, si tu te rappelles. Oui, Et bien sûr. Anna Caro, ils ont créé des cahiers pour les enfants. Il y avait un cahier numéro 1, un cahier numéro 2, dans lequel il y avait des jeux, il y avait Arsène Baldo, il y avait beaucoup d'activités, mais qui sont restées dans l'histoire des écoles plurilingues. Et Exactement. peut-être ces cahiers sont dans les écoles et on peut les récupérer aussi un peu. Oui, Et peut-être. la je sais pas. question... Oui, pardon. Non, vas-y. Non, je pense à la bibliothèque de peut-être de l'Olegario. Oui, peut-être. Oui. Peut-être. Oui, il faut en profiter parce qu'il y a beaucoup de matériel là, beaucoup d'albums pour travailler parce que nous avons travaillé avec Castaño, je ne me rappelle, Carmen, non, Marie-Carmen? Castaño, nous avons Je ne travaillé me souviens pas. beaucoup d'albums, nous avons partagé et à ce moment-là, on faisait des images, on reproduisait les albums, mais maintenant avec le travail en ligne, les enfants peuvent voir les lapins, les tortues, les animaux et plus réels, n'est-ce pas? Alors, c'est très intéressant ce que vous avez montré. Écoutez les voix
des enfants qui parlent Oui, français aussi, mais pas seulement le français disons, de la France en soi-même, mais le français en général. Oui, le français par le monde. C'est très intéressant ça aussi comme expérience pour les enfants. Et bien évidemment, moi, je suis en train de lire quelques-uns des commentaires. Bien évidemment, comme on a dit, tout ça, c'est ce qu'on nous a montré en France. Et puis après, c'est à nous d'adapter tout ça pour nos élèves et pour notre réalité. Donc, c'est ce que je disais avant. On peut utiliser des peintures, par exemple, qui soient de notre réalité, des animaux qui soient de cette région du monde. oui, On peut adapter tout ça pour ne pas rester toujours sur un discours plus eurocentrique, si on veut. Donc, on oui, peut c'est adapter tout ça, ça. c'est ça. Bien évidemment, c'est pour ça que c'est intéressant ce type d'activité, parce que ce sont des activités vraiment où ce qui est important, c'est les concepts. Après, on l'adapte. Après, on Exactement. le fait. Mais Exactement. pardon, Alors, hein, moi, je donne un exemple. Et à un moment donné, j'ai travaillé avec un groupe d'enfants, c'était la 4e, je crois. Et pourquoi il y a des loups toujours dans les histoires des enfants français, n'est-ce pas? Et alors, parce que le loup, là, ils sont prêts, même dans le petit chaperon rouge. Et yes. alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons étudié le loup. Quelle était sa dimension, combien mesurait-il, les dents, la queue, la fourrure, tout ça. Nous avons étudié le loup à partir des contes, n'est-ce pas? Et les enfants aimaient beaucoup ça. Alors, ce sont des manières différentes d'utiliser tout le matériel qu'on a vraiment à la portée de la main. Exactement. Et Et oui, vas-y, vas-y. Monica nous dit que mon premier cahier, elle dit qu'ils sont dans les bibliothèques des écoles, ces livres, Christina. Alors, il faut... Ils Les sont chercher. disponibles, oui, ils sont disponibles, disons. Alors, c'est-à-dire que c'est très intéressant. Bon, Oh, si merci. vous avez des questions, merci. Merci, Kaina. Merci parce que c'est très Merci tard chez beaucoup. toi. Merci, je Je sais vous que en c'est prie, c'est avec un plaisir. grand effort d'être venu ici. Hein. Merci C'est bien. avec plaisir. Merci, hein, c'est merveilleux. Merci à tous et à Merci à toutes. tous. Au revoir. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci les filles, merci. Merci Anna. Merci Cécilia si tu es là.